Bien, nous sommes arrivés aussi à la dernière séance sur l'histoire externe de la langue qui est consacrée aujourd'hui euh, aux tendances actuelles aussi. Comme on a vu pour la partie phonétique, pour la partie lexicale, je voulais vous mettre au moins une fiche consacrée, disons, au XXIe siècle, c'est-à-dire aux tendances linguistiques actuelles. Je traiterai donc cette partie de deux manières différentes. Dans une première fiche, je ferai un résumé des questions générales ouvertes du point de vue linguistique et ensuite, je traiterai de manière exemplaire, pour ainsi dire, trois questions particulières, comme on verra, avec trois exemples concrets euh, d'emploi linguistique. Donc, je voudrais commencer par dire que dans la tendance actuelle, c'est quelque chose qu'on a déjà remarqué probablement dans les dernières séances, mais on peut constater que la syntaxe désormais évolue assez lentement, alors que le lexique et même, disons, les jargons typiques de certains groupes évoluent beaucoup plus rapidement. Une autre caractéristique, bien entendu, qui constitue la langue d'aujourd'hui est l'emploi important, massif des réseaux sociaux, ainsi que des blogs, des possibilités de commenter des articles de journaux. Cela a finalement donné accès à une écriture publique à un grand nombre de personnes et tout le monde peut se croire, pour ainsi dire, un journaliste ou un écrivain. Et cela implique, bien entendu, le développement d'une langue personnelle, c'est-à-dire que on essaye d'écrire quand on écrit dans un blog ou dans un commentaire d'un journal, ou même euh, quand on écrit dans certains réseaux sociaux, on essaye d'écrire de manière agréable, on essaye d'écrire de manière personnelle. Et donc, il y a une langue personnelle qui se met en place, qui se constitue d'habitude par imitation, émulation des journalistes, des écrivains, et tout cela à travers une sorte d'autocontrôle grammatical. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez constaté que dans les commentaires, euh, dans les discussions en ligne, sous un commentaire en particulier, sous des articles de journaux, etc., il y a pas mal de remarques sur les fautes linguistiques. Donc, on se corrige les uns les autres. Donc, les réseaux sociaux sont un lieu aussi d'autocontrôle grammatical. L'autre caractéristique qui est typique de ces premières décennies du XXIe siècle est le fait que la diversité linguistique n'est plus du tout considérée comme un problème, n'est plus du tout considérée comme quelque chose à éliminer, pour ainsi dire, mais au contraire, on essaye de valoriser et d'étudier même tous les dialectes, les langages locaux, les registres différents et même, comme je vous avais dit, les différents jargons des différentes communautés. Donc tout est estimé intéressant d'un point de vue linguistique, valorisé et étudié. Ça, c'est une forte différence, même par rapport à ce qui a eu lieu dans le siècle précédent, le XXe siècle. L'autre caractéristique, avant de passer aux trois exemples, c'est de constater qu'il y a de plus en plus, enfin de plus en plus, il y a en tout cas une présence continue, c'est quelque chose qui ne s'estompe pas, d'écrivains de langue française non maternelle, c'est-à-dire d'auteurs qui choisissent d'écrire en français, même si le français n'est pas leur langue maternelle. On va de personnages très connus du XXe siècle, comme Milan Kundera, Julia Kristeva, etc. Et on arrive jusqu'à d'autres écrivains, même assez connus, vivants. On a Tahar Benjaloun, Nancy Houston, Atik Raimi, Andrei Makin et le plus jeune probablement, Jonathan Little, qui a été le cas littéraire de voilà 5 ans, je pense, avec son roman Les Bienveillantes. Donc maintenant, après avoir donné ce panorama forcément très rapide des tendances qui sont en lieu de ces développées dans ce début du XXIe siècle, je passe à vous énoncer les trois exemples que je voulais traiter, sur lesquels je voudrais m'arrêter un instant dans les fiches suivantes. Le premier cas est le cas du langage politiquement correct, ou
euphémisante, comme on l'appelle. Le deuxième cas est celui du langage inclusif et du langage épicène. Et finalement, le troisième cas, je ne pouvais pas me tenir à la stricte actualité, est essayer de voir les implications dans la langue française apportées par la situation que nous sommes en train de vivre, donc la langue française au temps du coronavirus. On commence tout de suite par le premier aspect, le premier exemple, c'est-à-dire le langage politiquement correct. Il s'agit en fait de la tendance à polisser le langage pour ne pas heurter les sensibilités des gens et pour éviter, bien entendu, les discriminations. Or, cette idée de politiquement correct, en réalité, a deux connotations assez différentes. Il y a une connotation marquée de manière très négative, assez négative pour ainsi dire, et c'est là où le politiquement correct est associé au discours politique et à la question de la langue de bois, c'est-à-dire de la manière de parler des politiciens sans aborder les problèmes et sans dire la vérité, finalement. Il y a par contre un autre côté du politiquement correct qui est connecté à un sens positif d'attention sociale. Mais attention, comment euh, le langage essaye de résoudre le problème de ne pas heurter les sensibilités et d'éviter les discriminations. Il le fait à travers la technique de l'euphémisme. C'est-à-dire, on ne dit pas, on a tendance à ne pas dire les choses de manière directe, surtout quand les choses directes sont connotées de manière négative du point de vue des discriminations. On essaie de le dire avec une expression neutre et plus délicate, souvent à travers une périphrase euphémisante, comme on appelle. Je vais vous faire un exemple tout de suite, hein. Donc, on sait bien que le mot nègre qu'on utilisait pendant tout le 19e siècle, au début, n'avait aucune connotation négative, et cela à partir du 15e jusqu'au 19e siècle, parce que c'est du latin, nigrum, et donc il s'agit de l'évolution phonétique d'un mot latin. Au début, il n'avait aucune connotation négative ou discriminante. Puis, bien entendu, le comportement social a créé le problème de la discrimination, et souvent on a associé ce mot nègre à une sorte de insulte adressée aux gens ou de expression négative, discriminante, justement. D'où le fait qu'on a estimé plus convenable de changer de mot, d'utiliser le mot noir. Mais noir aussi, bientôt, a pris une certaine connotation ambiguë ou négative, etc. Donc, on a passé à l'expression personne de couleur. Et c'est là qu'on voit le rôle de la périphrase euphémisante. En fait, personne de couleur n'est pas un mot, c'est une expression, c'est une périphrase euphémisante. C'est une manière de dire, d'exprimer quelque chose de délicat à travers une expression la plus délicate possible. Qu'est-ce qu'on a pensé? Pourquoi on utilise des mots, des expressions de ce type? Tout d'abord parce que il est difficile, il est très difficile d'associer une expression de ce type à une insulte ou à quelque chose qu'on peut lancer contre quelqu'un. Parce que, disons que les expressions insultantes ont besoin d'être courtes, donc tout au plus bisyllabiques. Donc il y a déjà une sorte de protection de ce type. Et de l'autre côté, parce que cela permet de dire la manière, non pas de manière directe et indélicate, mais de manière délicate. Cela pose d'autres problèmes, comme on verra tout à l'heure, au point que même l'expression personne de couleur maintenant euh, commence à être connotée de manière négative. On est revenu à un seul mot. On utilise le plus souvent aujourd'hui le mot black, qui en fait signifie exactement noir, mais puisqu'il s'agit de notre langue, c'est une expression qui maintient pour l'instant sa neutralité. Je vous dis pour l'instant parce que justement, c'est une question qu'on doit aborder. Quelle est l'hypothèse à la base de cette
surveillance qu'on a sur la langue et en particulier appliquée aux questions délicates de possibles discriminations. L'idée qui est à la base est que la langue, finalement, n'est pas quelque chose de neutre, n'est pas un instrument neutre, mais elle véhicule une pensée. Et non pas seulement elle véhicule une pensée, mais elle forme une pensée. Il y a eu des linguistes qui ont formulé cette hypothèse. Donc, le fait d'utiliser une certaine langue facilite la formation d'une pensée conforme à la langue qu'on utilise. D'où le fait que on veut intervenir sur la langue euh, pour éviter ce type d'expression discriminante. Mais la question qu'on se pose aussi, que je me pose aussi entre autres, est la suivante. S'agit-il d'un problème de langue ou d'un problème de civilité et d'éducation? S'agit-il d'un problème qu'il suffit pour résoudre, de éliminer certains mots et de mettre certains tabous linguistiques, ou c'est quelque chose de plus profond qui doit être abordé à travers une éducation globale de la personne? Ça, c'est la question que pas mal de monde se pose, d'autant plus que on peut répondre à une autre question. Est-ce que changer de langue, changer de mot, signifie modifier la pensée, c'est-à-dire résoudre le problème de la discrimination? Ça, c'est l'autre question qu'on se pose. Ce qu'on constate, en tout cas, c'est que justement, le fait de changer de mot n'est pas une véritable solution, d'autant plus que les euphémismes imposés sont de courte durée, c'est-à-dire que la phase neutre d'une expression est toujours plus courte, elle doit toujours être remplacée par un autre mot qui, à sa fois, risquera de devenir une forme de discrimination et devra être à sa fois remplacé. Je vous fournis l'exemple de la langue italienne parce que là, c'est un contexte dans lequel la langue italienne va beaucoup plus loin que le français. Les handicapés, aujourd'hui en français, on peut encore utiliser le mot handicapé de manière neutre. Euh, L'expression pour indiquer les handicapés a vu en la langue italienne des changements très rapides. On a commencé à utiliser le mot minorati, puis on a utilisé le mot invalidi, invalide, pour passer à handicapati, handicapé. Mais là aussi, ça ne suffisait pas. On a utilisé la classique périphrase euphémisante portatori di handicap, porteur d'handicap, pour passer à inapte, disabili, et puis finalement à autrement apte, qui est une autre périphrase qui essaie de ne pas indiquer de manière négative justement les personnes concernées. Donc vous voyez toute une série de formes utilisées et cela n'est pas fini parce que probablement bientôt on devra encore changer. La question, l'autre question finalement qu'on se pose, c'est est-ce que les périphrases euphémisantes sont vraiment des expressions neutres? En fait, si on fait attention, si on prête attention, une expression telle que personne de couleur, c'est une expression qui risque aussi d'être discriminante, puisque de manière inconsciente établit que la normalité est de ne pas être de couleur. Ou alors, une expression telle que celle qu'on vient de voir pour l'italien, euh, disons, autrement habile, indique que la normalité, ce n'est pas celle incarnée par les personnes qui sont autrement habiles, autrement aptes, pardon. Donc, même les euphémismes euh, risquent de faire prévaloir une connotation discriminante. Donc, finalement, et je termine cette première fiche avec l'exemple sur le langage politiquement correct, sur les euphémismes, il faut se poser la question si effectivement l'intervention sur la langue est utile, d'autant plus qu'il s'agit dans ce cas d'une tendance qui est contraire à l'exigence de synthèse et de simplification de l'évolution phonétique. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-il justifié d'orienter l'évolution linguistique dans une direction qui euh, n'est pas sa tendance naturelle vers la simplification et
de la charger, l'évolution linguistique, d'implications éthiques et idéologiques, en croyant ainsi, j'ajoute, de résoudre un problème qui n'est pas d'abord un problème linguistique, intervenant exclusivement d'un point de vue linguistique. Et ça, c'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple, une autre question assez délicate et assez actuelle, est la question du langage inclusif et du langage épicène, c'est-à-dire de ces règles et pratiques qui sont utilisées pour éviter toute possible discrimination, en particulier dans ce cas, discrimination de genre, liée au langage et à l'écriture. Or, ces pratiques utilisées, comme vous savez, sont nombreuses. On passe des points interposés pour ajouter la forme, le E du féminin, au tiret, au bar, aux parenthèses, aux majuscules. On a étudié plusieurs pratiques possibles pour essayer d'exprimer dans les mots non seulement la forme masculine, mais aussi des formes qui puissent comprendre les autres genres et donc des formes féminines. En alternative, on peut toujours, de la langue parlée surtout, mais aussi de la langue écrite, utiliser les formes doubles ou alors, quand elles existent, des formes neutres ou épicènes, c'est-à-dire des formes qui déjà euh, contiennent, enfin, qui sont identiques pour le masculin et pour le féminin. À cette question d'ajout de formes euh, féminines euh, aux substantifs, aux adjectifs, etc., s'ajoute aussi la question de la féminisation des noms de métiers, qui est quelque chose sur laquelle on a beaucoup discuté dans les dernières décennies. Alors, là aussi, il faut dire que la direction qu'on est en train de prendre est une direction qui ne respecte pas finalement euh, les caractéristiques de la dimension linguistique. Pourquoi? Parce que les langues prévoient déjà en soi l'idée d'un genre non marqué, c'est-à-dire neutre, ou plutôt que neutre, un genre qui comprend en soi les différents genres. En français, ce genre non marqué coïncide avec la forme du masculin. Et il faut même dire que la langue française est effectivement très cohérente et très stricte sur cette règle de caractériser avec le masculin la forme neutre. Là aussi, je peux faire la comparaison avec ma langue maternelle, l'italien. Par exemple, en français, on dit un tigre masculin. Si vous voyez un tigre justement à la télévision, vous dites, ah voilà un tigre, sans faire distinction préalable s'il s'agit d'un exemplaire mâle ou femelle. Après, une fois qu'on sait par exemple qu'il s'agit d'une femelle, alors on peut dire, voilà, une tigresse. En italien, en réalité, certains animaux sont de genre masculin, d'autres animaux sont de genre féminin. Le tigre, par exemple, en italien, est par défaut de genre féminin. Donc, il y a moins de cohérence dans l'expression des genres neutres. Le français est beaucoup plus rigoureux de ce point de vue-là. Et donc, si la langue prévoit cette possibilité, et si on ne veut pas, encore une fois, charger la langue d'implications qui ne lui sont pas propres, d'implications euh, éthiques et idéologiques, il faudrait se tenir à ce que la langue prévoit, au point que l'Académie française s'est toujours fortement opposée à l'adoption du langage inclusif, y compris les femmes qui font partie de l'Académie française. Par exemple, Hélène Carrère d'Ancos a décidé de ne pas se faire appeler la secrétaire permanente, mais toujours de se faire appeler le secrétaire permanent. Donc, l'Académie française s'est toujours opposée à l'adoption du langage inclusif et surtout à son enseignement dans les écoles. Vous pouvez aller voir, je vous montrerai, je vous enverrai le lien vers cette déclaration de l'Académie française que vous voyez affichée. C'est une prise de position très courte, quelques phrases, mais assez dure sur l'adoption du langage inclusif. Alors là,
C'est tout de même intéressant. Lisons d'abord l'extrait, après je ferai le commentaire sur cette déclaration. La multiplication des marques orthographiques et syntaxiques qu'elle induit, c'est-à-dire l'emploi du langage inclusif, aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l'illisibilité. Ouais, c'est une prise de position très dure et même peut-être un peu exagérée dans les tons, comme on verra tout à l'heure, mais qui se fonde sur un point. Le français est déjà une langue difficile. Le français est déjà une langue dans laquelle, de manière quelque peu absurde, on a complètement séparé la forme écrite de la forme orale. C'est ce qu'on a vu pendant tout le cours. Donc, la conséquence est, il ne faut pas augmenter cette différence, cette complexité de la langue française en ajoutant des formes qu'on pourrait utiliser uniquement à l'écrit et qui ne pourront jamais être prononcées dans la langue orale. Voilà un peu la position de fond. Il faut dire que l'Académie française, pour cette prise de position, a été effectivement accusée d'être réactionnaire. Donc, et cela surtout parce que, comme vous le verrez, je vous invite à aller lire ce document parce que c'est un document assez sympathique d'une certaine manière, parce que c'est un document vraiment avec un excès de rhétorique, c'est-à-dire on est quand même en train de discuter d'une question de langue, on croirait qu'on est en train de discuter du début d'une guerre mondiale. Donc allez voir tout de même le langage très rhétorique employé dans cette déclaration, mais dans le fond, la question posée par l'Académie est tout de même une question intéressante, une question importante. Il faut dire également que l'utilisation du langage exclusif a été discutée aussi à l'intérieur des mouvements féministes, au point que certains de ces mouvements ont même soutenu que l'adoption du langage inclusif et surtout l'excès de féminisation de certains mots peut en réalité accentuer la discrimination. Le point de départ est l'idée pourquoi je devrais faire une différence entre un ingénieur homme et une ingénieure femme en utilisant des formes différentes lorsque la préparation et en principe la compétence est la même. Donc, vous voyez, c'est une question très délicate, discutée à tous les niveaux, y compris au niveau des mouvements féministes. Donc, la politique a essayé de trancher en respectant la forte opposition de l'Académie française, que tout de même est l'organe qui est préposé à surveiller la langue française. Il y a eu une circulaire du Premier ministre français en 2017 qui recommande la féminisation des titres et des fonctions. Donc ce point est passé, pour ainsi dire. On a commencé à l'adopter de manière régulière, mais invite à ne pas utiliser la graphie inclusive. Donc, à ne pas utiliser, ou en tout cas, à ne pas l'enseigner, pour ainsi dire. Et donc, on est dans un moment suspendu, comme vous voyez, beaucoup d'entreprises, y compris les universités, poussent à favoriser l'application de ce type de langage, mais il y a toujours des résistances, parfois des résistances qui sont dues, comme je vous ai dit, à des questions scientifiques et linguistiques réelles. Donc, moi, de mon point de vue, les deux observations que je ferai, la première est la même que pour le premier point, c'est-à-dire, est-il juste de euh, hum, revêtir la langue d'implications idéologiques qui ne sont pas liées à ces mécanismes, d'une certaine manière. Et l'autre objection qu'on peut porter est celle qui a été portée justement par l'Académie française, c'est-à-dire ce sont des tendances qui poussent de manière innaturelle vers la complication de la langue et vers la séparation entre langue écrite et langue parlée, ce qui est déjà un problème de la langue française. Cela dit, je passe donc au dernier point, au dernier exemple, celui qui est le plus actuel, le plus récent. Euh, je voudrais traiter avec vous une question parmi les multiples questions qu'on pourrait traiter, une question de langue, de la langue utilisée dans la pandémie
qui nous a obligés de fermer l'université et donc de nous enfermer à la maison. Et c'est notamment la question de la, ainsi dite, distance sociale. Alors, j'imagine, vous avez entendu, il y a beaucoup d'expressions utilisées à ce niveau, mais surtout au début, dans un premier temps, l'expression distance sociale, respecter la distance sociale, maintenir la distance sociale, était l'expression la plus utilisée. Eh bien, il s'agit, et on s'est rendu compte par la suite, d'une expression qui n'est pas tout à fait correcte. Il s'agit en fait du langage typique d'une discipline qui s'appelle la proxémie, qui est la science qui étudie les comportements et l'espace à l'intérieur d'une communication, c'est-à-dire qui étudie de manière psychologique les attitudes, la position qu'on prend lorsqu'on est en train de communiquer avec quelqu'un, et en particulier la proxémie distingue 4 degrés de distance à l'intérieur des communications. Il y a une distance intime, inutile d'expliquer de quoi il s'agit, évidemment. Il y a une distance personnelle qui concerne surtout les personnes, les amis, donc les amitiés. Il y a une distance sociale, ce qui nous intéresse, qui est la distance qui s'établit dans la communication entre des connaissances génériques ou par exemple entre enseignants et élèves, et la distance publique qui concerne les relations publiques. En fait. Donc on a pris l'expression distance sociale qui caractérise un degré de distance de communication pour euh, l'investir, encore une fois, d'une signification sanitaire qui n'est pas la définition originelle. En fait, cette expression, en plus, a, en français, une connotation sociologique négative. Enfin, maintenir la distance sociale signifie déjà, comment dire, établir une sorte de distinction de classe et de volonté de ne pas se mélanger avec les classes inférieures. Et donc, ça entraîne aussi un certain sens de supériorité sociale, ce qui est évidemment impossible à, comment dire, pour une langue comme la langue française. Donc, cette expression qui, dès le début, sonnait de manière un peu ambiguë, s'est caractérisée de plus en plus, on s'est rendu compte de plus en plus que c'était une expression qu'il fallait éviter, et donc on l'a remplacée par une autre expression qui est distanciation sociale, est une formule en soi plus correcte parce que c'est la formule qui a été utilisée en effet dans le contexte sanitaire, et cela à partir de 1918, c'est-à-dire de la première grande, énorme pandémie qui a caractérisé le XXe siècle, c'est-à-dire la pandémie de grippe espagnole. Euh, Pendant cette pandémie, justement, on a créé l'expression distanciation sociale pour indiquer une des possibilités pour éviter le contagion et la diffusion de la pandémie. Mais là aussi, on s'est rendu compte que l'expression distanciation sociale est utilisée probablement de manière abusée, c'est-à-dire pour remplacer distance sociale, mais elle est tout de même utilisée avec une connotation négative dans des études sociologiques de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Donc, finalement, on a étudié et trouvé une autre expression qui est l'expression distanciation physique. D'ailleurs, on a commencé à parler de ce problème dans les médias. Vous voyez l'article qui est affiché dans la fiche PowerPoint. Il y a par exemple un article qui est apparu dans le Nouvel Observateur du 12 mai, ainsi qu'un article qui est celui que vous voyez affiché, publié dans le Figaro du 29 avril, c'est-à-dire la question linguistique a, la question linguistique a commencé à entrer dans la discussion sur l'expression correcte à adopter. Et là encore, c'est un signe de l'importance qu'on attribue à la langue pour indiquer une pensée aussi. Je vous invite, donc je vous donnerai le lien aussi à cet article, d'aller voir ces articles. Mais ce qui m'intéresse, c'est de montrer que finalement, distanciation physique est une expression parfaitement correcte. Il a fallu un peu de temps pour se rendre compte que le problème n'était pas constitué par le premier mot qu'on voulait changer, distance, distanciation, etc., mais surtout par le second,
parce que le mot social a un sens politique et juridique positif en français. Et le fait de l'associer à quelque chose qu'il faut éviter, une distance, une distanciation, n'était pas acceptable pour la langue française. Alors que l'expression distanciation physique est beaucoup plus neutre et beaucoup plus correcte. Donc, à partir d'un certain temps, d'un certain moment, on a commencé à se servir plutôt de l'expression euh, distance ou distanciation physique. Voilà, alors c'est tout pour la partie de histoire externe et c'est tout aussi pour le cours en général. Donc notre cours arrive à la fin. Encore une fois, je regrette de ne pas avoir pu le donner dans des conditions normales, mais j'espère d'avoir fait tout le possible pour évidemment maintenir le niveau de qualité euh, du cours et pour éviter, pour réduire au minimum les désagréments euh, générés par cette situation. Donc, quelques annonces avant de terminer. Donc, comme je vous ai dit, je vous mettrai à disposition à partir d'aujourd'hui même toutes les vidéos des séances qu'on a fait jusqu'à maintenant, et cela jusqu'au jour de l'examen, jusqu'au moment de l'examen. La date, je crois que vous avez reçu le message, la date de l'examen est fixée au 17 août en présentiel, donc on se verra à Fribourg pour l'examen. On vous donnera d'autres indications pratiques qui dépendent aussi des conditions sanitaires qu'on adoptera à ce moment-là. Donc d'autres détails vous seront fournis. Et moi, je reste disponible évidemment pour toute question que vous pouvez, vous voulez me poser concernant ce qu'on a dit, enfin certains approfondissements ou même des questions sur l'examen. Je vous rappelle que pour ce qui concerne l'examen, euh, le programme est fondé sur les notes du cours, les PowerPoint et ce que j'ai dit, évidemment, et sur le manuel de Perret que vous devriez maintenant avoir tous et toutes. Je vous rappelle aussi que des questions se porteront sur tous les aspects du cours qu'on a abordé, donc sur l'histoire externe, sur la phonétique, sur le lexique et sur l'analyse et le commentaire des textes. Voilà, alors je crois que c'est tout pour ce cours. Je vous remercie et je vous souhaite bon travail pour vos cours et vos examens. On se verra donc le 17 août à Fribourg. Merci et au revoir.